Edouard Waminia, bonjour. Nous sommes sur une chaîne YouTube ImproViews. On est là pendant 1 heure à parler d'impro. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Edouard Waminia, je suis comédien, improvisateur et formateur en entreprise. Je suis originaire de Nouvelle-Calédonie. On va parler de la Nouvelle-Calédonie, bien sûr, de l'impro en Nouvelle-Calédonie, et puis aborder le sujet des minorités en impro, et un petit tour sur la partie entreprise. J'aimerais démarrer cette interview en... Est-ce que tu peux nous parler de tes convictions en impro? Oui, mes convictions en impro. J'en ai une qui m'est venue très rapidement, c'est... je suis persuadé qu'en improvisation, si on redéfinit un peu plein de notions qui ont l'air admises, mais qui ne sont pas vraiment définies, on va réussir à aller un peu plus vers de l'improvisation collective. Ça rejoint un petit peu ce que je pense socialement et sociétalement, c'est-à-dire que quand on donne du sens aux mots et quand on donne un sens commun à ce qu'on est en train de faire, en fait, on est plus à même et plus capable de faire des belles choses et des bonnes choses ensemble. Est-ce que ça veut dire que pour toi, l'impro a un rôle social? Je ne sais pas si elle a un rôle social, mais en tout cas, c'est là où moi je trouve que c'est très artistique et du coup très politique, c'est que ce qui se passe sur une scène, c'est pour moi une espèce d'utopie de ce qui pourrait se passer dans une société. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive chacun avec notre bagage chargé de plein de choses et on se crée un cadre où on se dit tiens, on va être poétique ensemble, on va raconter des histoires ensemble, on va chanter ensemble. On ne sait pas encore ce qu'on va faire, mais on va prendre chacun une partie de nous et on va les confronter pour essayer de voir à quels endroits on peut s'accrocher. Et en fait, quand on sait ce qu'on est en train de faire ensemble, quand on s'est mis ce cadre-là, on arrive à créer des choses magiques. Et je me dis, dans les sociétés, si on réussissait à faire ça, en fait, à se dire, j'ai mes valeurs, j'ai plein de choses, mais à cet endroit-là, quand on est en train de discuter ensemble, qu'est-ce qui nous rapproche et où est-ce qu'on peut créer, où est-ce qu'on peut imaginer et rêver ensemble. Vraiment, je pense que transposer ça au monde social et au monde sociétal, ce serait magique. Et c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui, c'est-à-dire apporter cette philosophie dans les entreprises. Est-ce que c'est aussi dans ce but-là que tu es allé en Nouvelle-Calédonie, à participer à 2 festivals? Est-ce que tu peux nous présenter ce projet? Alors, le festival s'appelle le FITI, le Festival international de théâtre d'improvisation. Je crois que c'est aussi simple que ça. Ça se passe en Nouvelle-Calédonie, c'est tous les 2 ans. Et en gros, la première fois qu'on m'a appelé, c'était par ami d'amis. Et on m'a dit « Ah, t'es métisse. Du coup, tu as un côté kanak et tu as un côté blanc, je veux dire. Ça fait bizarre de dire ça en France, mais là-bas, ça paraît logique. Et on m'a dit, tu fais de l'impro, apparemment, tu es assez bon, donc est-ce que tu voudrais venir? Ce qui s'est passé juste après, c'est que j'ai participé au championnat du monde d'improvisation. Et ça a fait un espèce de buzz incontrôlé où j'ai été interviewé sur la chaîne nationale là-bas. Les journalistes m'ont appelé, m'ont dit « Oh, vous êtes champion du monde ?» Et j'ai fait « Oh, calmez-vous, qu'est-ce que vous appelez champion du monde ?» Ils m'ont dit « Ah, on a vu ça et tout, vous voudrez faire un reportage ?» Puis je fais « Bah non, mais en fait, calmez-vous, c'est un spectacle qui s'appelle le championnat du monde. » Et là, le journaliste a été très clair avec moi, il m'a dit « En fait, on s'en fout. Tu as gagné ça. Nous, on voudrait promouvoir un petit peu la culture et ce que font les Kanaks à l'extérieur. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on dise que tu es champion du monde ?» Puis je fais, bon, si c'est dans ce sens-là et si vous parlez d'improvisation, allez, on le fait parce qu'en plus, il y a un festival qui arrive. Ils m'ont fait, allez, on fait tout ça. Donc j'ai fait ça et là, les gars du festival m'ont dit, bon, on tergiversait, mais il faut que tu viennes, il faut que tu crées ton équipe et il faut que tu viennes parce que ça va faire un buzz et puis ça va amener plein de monde à l'impro. Et ils avaient un autre projet qui était, on voudrait faire de l'impro, mais on voudrait profiter qu'il y ait ce festival pour partir dans les tribus. En fait, la Calédonie, il y a 3 provinces, sud, nord et île. Et la province sud concentre un petit peu toutes les richesses. Et je vais reparler de blanc et de noir. Mais en gros, tous les blancs sont en bas. Ensuite, en haut, il y a tous les noirs qui correspondent un petit peu à non-indépendantistes, indépendantistes et indépendantistes dans les îles Loyauté. Et l'idée, c'était l'improvisation. Ce que m'ont dit les gars là-bas, c'est que l'improvisation, c'est que des blancs. On voudrait amener ça ailleurs parce qu'on pense que c'est un formidable outil. Donc moi, j'ai dit, bah allez, bingo, en plus de retourner chez moi à faire de l'impro là-bas, j'allais lier plein de choses qui sont vraiment chouettes. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets
de cette branche festival, tribu, objectif, territoire? Ouais, ils ont amené du spectacle d'improvisation, c'est-à-dire qu'il y a déjà très peu de théâtre qui se déplace, il y a plein de belles initiatives, mais il y a très peu de théâtre d'improvisation. Et ce qui avait d'intéressant, c'est qu'on a pu... j'ai fait un truc chouette l'année dernière avec eux, on est allé dans mon île, et en fait ce qu'ils m'ont permis de faire, c'est que moi je m'exprime au travers de l'improvisation depuis des années en métropole, et là-bas ils m'ont permis devant les gens, plutôt que de leur dire voilà ce que je fais, de leur montrer en fait. Et j'ai travaillé dans des écoles et c'était fou, c'était fou. Il y avait plein de... C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Il y avait plein de gens qui m'ont dit fais attention, c'est un public particulier. Et en fait, en improvisation, on s'en fout que ce soit un public particulier. En quoi c'est un public particulier? Parce Concrètement, c'est quoi les exemples? Est-ce que tu peux nous donner quelques images de Édouard Ouamignan quand il est dans les écoles? Qu'est-ce qui change quand on est dans les écoles en Nouvelle-Calédonie par rapport à la métropole? Quelles sont les images qui t'ont touché? Déjà, je suis arrivé avec un espèce de biais parce qu'à chaque fois, ils m'ont présenté comme le champion du monde. Ça, c'était hyper désagréable. Même si c'est valorisant pour l'ego. Quand les gens t'arrivent, ah, t'es champion du monde, tu fais oui. Si vous saviez ce qui se cache derrière, c'est embêtant, mais si ça peut vous aider à ce que je vienne dans votre école, faisons fi de ça. Et il y avait une vraie différence culturelle, c'est-à-dire que j'ai commencé à leur dire bah, venez, on va travailler un petit peu ces choses-là, on va essayer un petit peu. Je leur parlais pas d'archétypes ou de choses comme ça, mais je me suis très vite rendu compte qu'en fait, j'étais à l'ouest. Et du coup, je suis revenu sur ce que moi je connaissais de la Nouvelle-Calédonie, j'ai vécu 20 ans là-bas. Et d'un seul coup, je me suis rendu compte qu'ils créent de l'improvisation, ils jouent avec des codes un petit peu différents parce qu'ils ont un bagage en fait différent. Et comme ils ne jouent qu'entre eux avec ce bagage-là, les improvisations qu'ils ont sont totalement nouvelles pour moi. C'est-à-dire que j'ai assisté à des impros, je me suis dit waouh, en fait, je ne parle pas de ça dans mes impros, j'ai pas ces impacts-là politiques. C'était des gamins, hein. Ils te déclenchaient des choses assez folles. Et les adultes. Par exemple, c'est quoi des choses assez folles? Tu parlais de politique. En Nouvelle-Calédonie, il y a deux choses. Il y a je veux dire, le système de pensée métropolitain, européen, occidental. Et puis il y a ce qui s'appelle la coutume. La coutume, on va dire que c'est une espèce de système hiérarchique où il y a des grands chefs, des petits chefs, etc. Moi, par exemple, je suis chef de clan. Donc, il y a un respect qui m'est dû de par cette espèce de filiation-là. Et ce respect est certainement cool pour certaines personnes. Pour moi, par exemple, je sais que c'est un frein avec mes cousins. Je vais donner une anecdote tout bête. Mais par exemple, tant que je n'étais pas marié, mes cousins qui voulaient se marier devaient me demander l'autorisation. Je ne sais pas si tu imagines la gymnastique qu'il faut faire, de se dire en fait vous êtes libre de vous marier comme vous voulez, et en fait pour eux non, c'est-à-dire que je devais leur dire oui vous pouvez vous marier, c'est cool. Donc j'ai eu des discussions complètement absurdes, mais c'est une tradition que je chéris et que j'adore. Il y a le respect de l'ancien, le respect de l'aîné, le respect il y a plein de... Par exemple, un deuil là-bas, c'est quelque chose de très festif. C'est très festif et c'est très émotionnel. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on doit tous pleurer. Il y a des moments où c'est très joyeux et tout le monde doit venir rendre un dernier hommage vibrant. Et quand les gens arrivent, on doit tous pleurer parce que c'est triste. Et puis après, on peut rigoler, on a le droit d'aller boire des coups. C'est vraiment des façons de vivre les choses vraiment différentes. J'assiste à des deuils en France. C'est terrible. C'est dramatique, la musique est dramatique, ce moment est déjà triste. Je trouve ça dommage qu'on en rajoute en plus des caisses sans se permettre de se dire tiens, est-ce que je suis triste, est-ce que j'ai envie de l'exprimer en pleurant, est-ce que j'ai envie de l'exprimer autrement. Non, il y a des espèces de schémas. Là-bas, c'est vivons les émotions, et les émotions sont presque sublimées. Donc on a le droit de faire, et voilà, j'ai vraiment trouvé chez eux une fraîcheur que je ne trouvais plus en improvisation. Est-ce que ça veut dire que du coup leur imaginaire artistique entre guillemets est fortement nourri de cette coutume? Oui. J'ai eu une autre expérience assez chouette avec une troupe du Togo qui était venue en métropole. Et pareil, les premières improvisations,
En fait, il y avait un choc parce qu'on ne se rend pas compte à quel point nous, on improvise avec notre environnement. Et les gens du trou qui étaient venus, les premières improvisations, je m'étais dit, ouais, de quoi ils parlent? Et c'est étrange parce que ça me paraît anecdotique ce qu'ils sont en train de traiter. Et en fait, non, pour eux, ce n'était pas anecdotique ce qu'ils étaient en train de traiter, c'était des choses de leur vie courante, de leur vie commune. Et c'était des... Par exemple, c'était quoi? Je me souviens que c'était il y a eu un moment où c'était une scène sur faire la vaisselle ou ne pas faire la vaisselle. Et où pour moi, il y avait un espèce de cliché de c'est vraiment à la femme de faire la vaisselle. Et moi, j'ai voulu jouer de ça, de dire ah d'accord, on est en train de jouer sur les clichés de genre. Et pour eux, non, ce n'était pas un cliché de genre. En fait, c'est à la femme de faire la vaisselle, certainement dans leur inconscient et dans leur manière de traiter ça. En Nouvelle-Calédonie, j'ai revu ça aussi. C'est-à-dire que les femmes ont des tâches à faire, les hommes ont des tâches à faire. Et tu ne peux pas jouer sur ces clichés-là. Tu ne peux pas dire ouais, d'accord, les femmes au fourneau, pour eux, ils te font oui. Et ça s'arrête là, en fait. Pour eux, c'est une vérité. Donc, il y a cette espèce de truc que tu dis mais du coup, vous dénoncez quoi? Et en fait, ils dénoncent tout à fait autre chose. Ils dénoncent, par exemple, le fait d'être isolé aux îles et puis avoir un avion qui fasse aller-retour, pour eux, c'est un espèce de cordon ombilical que quand ils l'ont plus, eh ben, ils ne peuvent plus aller voir leur famille. Ils sont bloqués. Et ça, pour eux, c'est important. Mais l'égalité homme-femme ou des choses comme ça, il y a des trucs qui leur passent vraiment à 10 000. Et que ce soit homme ou femme, il n'y a pas de... Il n'y a pas de comment? Donc ça peut paraître archaïque. Et en même temps, ils vivent ça tous les jours et ils défendent d'autres points de vue qui, moi, qui m'ont paru aussi extrêmement pertinents à défendre. Et comment ça a fonctionné artistiquement, la rencontre? Avec qui? Ben, avec ces tribus, ou avec le Togo, ou avec la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que du coup, le spectacle est cohérent et fonctionne sur un rendu artistique? Ou est-ce que le spectacle, il a également une dimension sociale et parce qu'il traite de ces sujets et avec ton recul ou ton expérience, tu arrives à conscientiser certaines choses ou à leur faire prendre conscience que les clichés peuvent peut-être être revus, modifiés, traités? On n'a pas travaillé assez profondément pour ça. Par contre, il s'est passé un peu la même chose que ce qui se passe souvent en France, c'est les gens qui encadrent les enfants, par exemple, nous disent ah mais lui on l'entend jamais, ou alors il a été hyper pertinent, il a sorti des choses. Donc il y a quand même ce côté-là, changer de regard. Les gens ont des choses institutionnalisées, et je trouve qu'avec l'impro, souvent on arrive à dynamiter un petit peu ça. Par exemple, à l'école, on arrive à dynamiter le fait que c'est quoi un enfant intelligent. C'est quoi un enfant perspicace, c'est quoi un enfant éveillé. Souvent, on arrive à dynamiter ça, puis à montrer que... je sais que c'est faux, mais il y a des gens qui disent qu'il y a plusieurs intelligences. Et il y a des enfants qui se révèlent par le théâtre, qui trouvent une pertinence, qui trouvent à dire en fait ce qu'ils ne peuvent pas dire à l'école. Ça, je l'ai remarqué en France et là-bas. Dire qu'après, on est capable de travailler sur des choses politiques, c'est se donner beaucoup d'importance. Par contre, se dire que peut-être on pose une graine, moi ça, je suis convaincu qu'on est capable de... les gens peuvent rentrer puis se dire ah t'as vu ils ont parlé de ça, est-ce que ça me pose question? Mais est-ce que c'est pas le moteur de ton engagement justement quand tu parles d'une impro, de cette dimension sociale? Est-ce qu'il n'y a pas une dimension, un sens que tu veux donner à cette action quand tu participes à ces festivals, que tu espères qu'il y ait des retombées, que le fait d'avoir travaillé avec des écoles dans des tribus, est-ce que quand tu repartes, que ce travail puisse continuer? Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de... Je ne sais pas si je veux avoir un impact. En tout cas, je veux montrer à voir que c'est possible différemment. C'est-à-dire que quand je fais de l'impro avec des enfants, je dis aux autres, vous avez vu, là on a arrêté de se dire qu'on était... Il y a du problème de racisme en Calédonie, en métropole aussi, mais en Calédonie c'était plus flagrant parce qu'on était dans des endroits qui n'avaient pas l'habitude de ça. Et de leur dire, vous avez vu, quand on vous donne un cadre et puis qu'on vous met comme ça dans un espèce d'espace de confiance, vous arrivez à créer ensemble.
Imaginez si, au lieu de faire quelque chose d'artistique, on élargissait ça un tout petit peu en se disant qu'est-ce qui se passe au niveau de l'école. Et puis après, on élargissait qu'est-ce qui se passe au niveau de la tribu, qu'est-ce qui se passe au niveau du village, qu'est-ce qui se passe au niveau du… Moi, c'est ça que j'aimerais en fait que les gens puissent se rendre compte que ce modèle-là qu'on a de l'improvisation, de se dire on est spontané, on a le droit de se tromper, on a le droit de faire plein de choses, mais des trucs, un des leitmotifs, c'est faisons-le ensemble. Moi, c'est ça qui me plaît, c'est qu'on puisse… je me dis qu'un jour, les gens se diront ah waouh, c'est fort, quels sont les mécanismes qui font que ça fonctionne? Et si on essaie de mettre ces mécanismes-là un petit peu à l'extérieur, c'est ce que je fais en entreprise. Est-ce que tu as vu une évolution sur tes 2 participations de festival entre le premier et le deuxième? Ouais, sur 2 niveaux. La première, c'est que le premier festival était fou. Un peu comme un spectacle de fin d'année d'improvisateurs. C'est-à-dire que quand on a des nouveaux improvisateurs, moi j'ai toujours trouvé ça génial, on les accompagne pendant un an. Ce spectacle-là est génial, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est des improvisateurs totalement aguerris. Ils ont une espèce de lâcher-prise de folie, le public est en folie, et le spectacle de l'année d'après est moins bon. En apprentissage, je crois qu'on appelle ça la prise de conscience de maintenant je sais que je ne sais pas faire. Et le premier coup, c'est je ne sais pas que je ne sais pas faire. Et ce premier festival était d'une folie, mais complètement dingue. Il faut quand même se rendre compte qu'on a fait mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On a fait 5 jours à 500 personnes. Ils font ça dans un chapiteau blindé. 500 personnes tous les soirs. Et le dernier spectacle était le dimanche à 16h. 500 personnes étaient là. Et c'était fou de se dire, moi j'arrive pas à faire ça en France. Là-bas, ils connaissent pas l'impro. Le premier soir était plein, les autres soirs étaient pas pleins. Par contre, au bouche à oreille, ça a rempli d'un seul coup tout le reste. Les gens sont venus voir Edouard Ouamigna, champion du monde? Il y a eu beaucoup de com là-dessus. Je sais pas si ça a eu un vrai effet. Je pense quand même parce qu'ils ont beaucoup appuyé là-dessus et de par ce biais-là, j'ai pu rentrer dans des radios, Bon, je me suis tapé des interviews à 5h du matin, à 6h du matin, j'ai fait des journaux à 20h. C'était un peu l'enfer, mais on a parlé d'impro. Donc à partir de là, moi je me dis, vous voulez m'appeler champion du monde? Allez, viens, je suis champion du monde. Et puis du moment qu'on va parler d'impro et de ce que ça peut amener comme effet génial, je suis d'accord pour ça. Comment on le vit quand on est sursollicité par les médias, qui n'est pas quelque chose de courant parmi les improvisateurs? C'est cette nouvelle casquette, le fait d'être sollicité, de prendre conscience que en fait, ça dépend quand même de ma prestation médiatique, les retombées sur le festival, etc. Comment tu l'as vécu et quels tips tu pourrais partager? Eh ben, je me suis surtout pas dit ça. Parce que je pense que sinon, je l'aurais pas fait. En fait, j'ai été… comment ? Quand je suis arrivé en Nouvelle-Calédonie, je ne sais plus quel jour c'était, mais en gros, a commencé du 24 heures sur 24 je me suis mis à disposition du festival en fait. Mon idée était, je veux que ça se connaisse, donc il m'est arrivé de me lever à 5 heures du matin, de finir à 7 heures l'interview, d'enchaîner sur des ateliers, de faire un spectacle le soir. Mais en fait, c'était peu importe. Pour moi, ce qui était important, c'était donner à voir aux gens par ma présence, ce que pourrait donner le spectacle. Donc j'avais envie d'être les 3 règles que j'aime bien, happy, healthy, sexy. Et d'être en même temps un petit peu taquin, et puis en même temps montrer que ce qu'on va faire, ça va être sérieusement chouette. Donc ça va être sérieusement drôle ou sérieusement… on a amené là-bas un spectacle qui s'appelait Marvel. Donc l'idée c'était vraiment, ce que vous allez voir, c'est improvisé. Par contre on le fait hyper sérieusement. C'est-à-dire que vous allez vous voir vous planter, des gens se planter hyper sérieusement, être drôle hyper sérieusement. Tout est fait de manière vraiment impliquée et engagée. Quel est le paysage de l'impro en Nouvelle-Calédonie ? Ce sont tous des cisgenres blancs. Non, ce sont tous des gens qui arrivent de France. Il n'y a aucun Kanak. Ça commence à rentrer, mais c'est très faible. Et en fait, je pense que c'est le même problème qu'en métropole, c'est que l'improvisation a pendant longtemps été faite par des gens sur un certain modèle.
je vais reprendre le match d'improvisation, qui pour moi favorisait une façon d'être et une façon de penser. Et donc du coup, si tu voulais rentrer en improvisation et que tu voyais du match d'improvisation, il fallait déjà aimer ce genre de choses pour pouvoir y rentrer. Et comme c'était fait, je vais dire en gros par des comédiens blancs, c'est plus facile pour toi de t'identifier. Il y a toujours cette image d'identification de se dire, comme c'est beaucoup des hommes et beaucoup des blancs, du coup c'est plus facile, si moi je suis blanc, de m'identifier, de me dire, ah moi je peux faire ça aussi. Il y a un truc qui est très étrange, par exemple, j'ai été faire des festivals à La Réunion, et à La Réunion, on en a discuté un coup en disant, je suppose que vous avez le même problème que toutes les troupes en France, vous n'avez pas de femmes, et en fait ils m'ont dit, nous on galère pour trouver des hommes dans certaines troupes. Et je me suis dit, il y a un truc à creuser à cet endroit-là, moi je suis avec ma conviction, et en fait à cet endroit-là c'est faux. En Calédonie c'est vrai aussi, c'est-à-dire qu'il y a énormément de jeunes hommes blancs, jeunes 35, 40, parce que j'ai 40 ans donc je trouve que c'est jeune. Mais il y a cette espèce si c'est jeune 40 ans, il y a cette espèce de cliché là qui perdure en fait. Et on a entendu parler de plein de problèmes de harcèlement en impro, de choses comme ça, mais oui, en fait, moi je me souviens quand j'ai commencé l'impro, il y avait cette espèce de truc de ok, on doit faire du lâcher prise. C'est quoi le lâcher prise? Oh, on s'en fout, viens, on fait du lâcher prise. Ok, d'accord, ben, viens, on se touche les seins, on se touche les fesses. Et pour toi, c'est normal, parce qu'en fait, un improvisateur, il est censé, même si tu es une fille, tu es censé avoir des grosses couilles, tu es censé voilà, te lancer des défis. Moi, j'ai fait des festivals où il y avait des jeux qui étaient fous. C'était par exemple, je lance un dé, je ne sais plus comment ça s'appelle, je lance un dé et je provoque les gens. Et si j'ai un gros zizi, je les provoque hyper fort. Et puis si je sais que lui, il provoque hyper fort, ben, je vais accepter de jouer avec lui parce que hey, je suis improvisateur. Et ce truc-là a perduré pendant longtemps. Et moi, j'étais dedans à fond, je trouvais ça cool. Jusqu'au moment où je me suis dit, ah mince, mais ça dérange des filles en fait, des fois. Je vais avouer un truc, on avait lancé un jeu dans ma troupe qui s'appelait Touche les reploplos. Donc comme son nom l'indique, c'était un jeu où on se touchait les reploplos. Et l'idée, c'était on se mettait en cercle et on faisait comme ça, on faisait touche les reploplos. Et le but du jeu, c'était garçon ou fille, on s'en fout, on se touche les seins. Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis waouh, ok. Je me dis ton comportement était ouf. Et il y a des Ça veut filles dire qui quoi, ont le joué comportement le était jeu. ouf? Hein. Ça veut dire quoi, le comportement était ouf? Et t'es complètement con en fait de se dire on joue à touche les reploplos et parce qu'il y a faut pas oublier qu'il y a cette espèce de poids on est une troupe, si tu veux partie de cette troupe, c'est-à-dire si tu veux assouvir ce truc de se dire je voudrais monter sur scène et faire de l'impro parce que je trouve ça vraiment chouette, ok ça marche, il faut qu'on se touche les seins. Et je me dis ouais, en fait tu as une responsabilité et tu la jettes comme ça et puis tu dis tu veux faire partie du groupe, ouais viens. Et ça me fait penser aujourd'hui à toutes les arts politiques qu'on entend. Je ne sais pas si j'ai le droit de parler de politique, mais en ce moment, il y a un problème où on dit notre président, le ministre de la... Mince, monsieur le ministre Darmanin, aurait utilisé, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais rien que le fait de le penser, en fait, qu'il ait pu dire « Tu veux ça? Eh ben, il faut d'abord que tu couches avec moi. » Ça me fait le même écho, en fait, quand je repense à ce fameux truc du touche les reploplos, je me dis « Tu veux faire de l'impro? Viens, je te touche les seins. » Est-ce que pour toi, le lâcher prise, c'est toucher les reploplos? Aujourd'hui, non. Mais parce qu'aujourd'hui. C'est quoi le lâcher prise? Le lâcher prise, en fait, pour moi aujourd'hui, le lâcher prise, je prends la même définition que le flow en sport. C'est un moment où tu apprends plein de choses en improvisation. Tu te formes, tu te déformes, tu essaies d'avoir des techniques, tu essaies d'avoir de l'entraînement. Le lâcher prise, c'est tu es sur scène en fait et tu sais que tu as toutes ces compétences-là et en fait, tu es hyper concentré et totalement présent à tout ce qui se passe sur scène. Mais tout ce qui se passe sur scène, ça veut dire ce que toi tu es en train de ressentir, ce que ton partenaire est en train de ressentir, ce qu'il est en train d'essayer ce qu'il est en train de jouer, ce qu'il est en train de donner, ce que toi tu vas essayer de c'est en fait, tu as toutes tes compétences qui sont mobilisées à ce moment-là. Et quand je parle de compétences, je parle de tu sais structurer de manière narrative, tu sais aussi débrancher ton cerveau en te disant ça je sais pas faire, yeah, je vais plonger dedans parce que l'improvisation c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'en gros, tu as tous tes concepts qui sont prêts à être déclenchés à n'importe quel moment. Parce que tu m'as demandé tout à l'heure mes croyances en improvisation, mais il y en a une qui pour moi est chère, c'est être improvisateur. On parle d'organique aujourd'hui, de jouer un jeu organique. Le jeu organique pour moi, c'est pas juste
Pour moi, le jeu organique, c'est... Tu fais référence à qui? Ouais, je fais référence à plein de... Est-ce que je pourrais trouver des noms? Non, j'ai pas de nom là comme ça. Attends, il faut que je réfléchisse vite. Si, par exemple, je vais prendre, comment ça s'appelle, Tandem, qui je trouve qu'il y a un spectacle extraordinaire. Et en fait, ils vendent vraiment ce côté, on ne sait pas ce qu'on va faire, etc. Et pour moi, c'est faux. En fait, ces gars-là sont d'une compétence de ouf narrativement. Et quand j'ai regardé leur spectacle, il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut pour faire une narration. C'est juste que je pense qu'ils sont comme quand tu apprends à conduire une voiture au début, tu galères à passer la vitesse, puis il faut que tu penses à tout ça, puis ah putain, j'ai grillé une priorité. Eux, en fait, sont tellement compétents dans la construction de narration qu'ils se disent je me laisse aller. Mais en fait, ils ne se laissent pas aller, ils savent construire. Ils savent qu'au début, il faut que je présente les personnages, puis qu'au bout d'un moment, il faut qu'il arrive quelque chose, puis qu'il faut qu'il arrive de plus en plus de choses, et puis qu'à la fin, soit on décide de résoudre, soit on décide de ne pas résoudre. Mais ils ont tout ça qui est ancré en eux. Donc, pour moi, le jeu organique, c'est juste un passage rapide entre quelle émotion je suis en train de jouer, ok, je vais la vivre, j'en suis où, ok, je replonge. Hop. Et puis, c'est toujours cette espèce de truc où je suis affûté comme une descente au ski. Je prends mes appuis et je ressens un petit peu tout ce qui se passe, mais en même temps, je développe ma technique pour me dire il faut que j'aille à droite, il faut que j'aille à gauche, hop, prochain virage, hop, je replonge, je suis que avec mon corps, puis je remonte. Il y a cette espèce tout le temps de passage, on va dire, cœur, tête, trip. Eddy, tu joues un spectacle qui s'appelle Les Scénaristes. Ouais. Est-ce que c'est pas la même chose que Tandem? Non. Tandem, on ne voit pas apparaître on ne voit pas apparaître la narration. Les scénaristes, nous, notre parti pris, c'est en fait, on veut montrer comment se construit une narration. C'est-à-dire que on n'a pas appelé ça scénariste que parce qu'on trouvait le nom rigolo. On a appelé ça scénariste parce que on voulait travailler comme des scénaristes. Donc, pour ça, on a interviewé des scénaristes pour savoir un petit peu comment eux bossaient. Et on s'est rendu compte que c'était un petit peu antinomique parce que souvent les scénaristes vous disent il faut connaître votre fin pour pouvoir repartir du début. Et nous, en improvisation, on dit on ne connaît pas la fin et on va repartir du début. Et ah oui, j'aime pas le mot improvisation aussi. J'aime pas dire en improvisation, pardon. Mais bref, dans notre spectacle, on a décidé de se dire on va faire comme si on savait quelle était la fin, puisque c'est un petit peu le deal qu'on donne à chaque fois aux spectateurs. Par contre, on va construire tout comme le ferait un scénariste. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on passe d'un côté, on vient en tant que scénariste écrire. Donc on vient montrer un petit peu les doutes qu'on a. Est-ce que cette histoire, est-ce que là on a assez construit le personnage? Est-ce qu'il y a une faille assez forte? Est-ce qu'on respecte le genre parce qu'on fait une promesse de genre aussi, de genre cinématographique? Est-ce qu'on est dans la promesse? Donc on va discuter un petit peu de tout ce que fait un comédien en une fraction de seconde. Nous on va l'étaler, on va dire au public voilà toutes les questions qu'on se pose en vrai. Et donc du coup après on va venir, on va jouer la scène et après on ne s'interdit pas de se dire elle est forte, elle n'est pas assez forte, elle n'est pas assez forte. Ok, comment on pourrait renforcer ça? Et en fait on montre toutes les coulisses de la narration avec le public, mais en même temps, on joue le film en entier. C'est-à-dire qu'il y a des passages qui sont joués, qui pour nous sont essentiels, et tous les passages qui sont difficilement montrables là, dans une caméra, on va l'expliquer. C'est-à-dire, hop, et puis là, on voit la voiture qui s'en va avec un plan qui recule comme ça, il fait nuit, puis au loin, on voit la ville qui est en feu. Donc on donne des images au public, et après, nous, on va jouer que les éléments où vraiment les personnages se rencontrent. Alors, dans le déroulé des scénaristes, il y a quand même une étape importante, c'est que vous avez 10 minutes de prise de suggestion du public. Et qui semble structuré. On a l'impression que c'est une méthode industrielle de brainstorming, mais en fait vous répondez, vous mettez les post-it dans des cases qui répondent à un scénario, un storytelling, à un chemin du héros. Je ne sais pas comment vous l'activez cette partie-là, qui est une partie essentielle du spectacle. Ouais, c'est notre. C'est votre secret? Non, c'est pas notre secret. C'est ce qui nous déchire le cœur à chaque fois, cette prise de suggestion. Parce que notre objectif, en fait, premier, c'était de nous dire on va vraiment aider le public à se rendre compte que quand un scénariste écrit, il y a l'histoire et puis en fait, il y a comment je le mets en image. C'est-à-dire qu'en gros, si je veux montrer que le personnage est triste, le travail de caméra va être de faire en sorte que l'image est triste. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont choisir un lieu qui est triste, ils vont choisir un temps qui est triste, ou alors créer des décalages, mais des décalages voulus. Et nous, c'est ça qu'on a essayé de faire. C'est-à-dire qu'on a essayé de demander au public,
par exemple, le héros, à un moment donné, doit se retrouver le plus possible dans le voyage du héros, qui est un des trucs qu'on aime bien. Dans le voyage du héros, le héros doit se trouver à un moment donné le plus bas possible. Il doit se trouver à terre. Et en fait, ce qu'on a lu dans les bouquins, dans la dramaturgie, ce qu'on a lu dans le guide du scénariste, tout ça, il y a cet élément de le décor doit montrer en plus que votre héros il est à terre. Donc on a essayé ce genre de truc-là en demandant on voudrait un lieu étroit, lugubre, vraiment moche. Et les suggestions qu'on a, c'est des toilettes. Ok, bah, est-ce que pour vous les toilettes vraiment ça fait peur? Oui, les toilettes de chez ma mère. Et donc on arrive à être bloqué avec des trucs comme ça. Et comment vous faites justement pour gérer ces propositions qui ne vous semblent pas pertinentes du public? Alors, on garde toujours cette espèce de truc de vos propositions sont géniales. C'est-à-dire que, ok, c'est cool, d'accord, on va prendre ça, on les note. Aujourd'hui, on a décidé de décaler un petit peu les choses, c'est-à-dire qu'on dit on prend ça, on les note. On ne sait pas si vraiment ça fera l'affaire, mais on va les mettre un petit peu de côté. En faisant un petit peu la promesse de on prendra ton idée, on l'incorporera dans l'histoire, on ne sait pas comment, mais c'est pas ça qu'on cherche. Par contre, on va aller pointer du doigt maintenant souvent les gens en leur disant tiens, on a bossé avec toi, c'est quoi déjà? On a bossé sur. Et on essaie de les guider un petit peu sur voilà l'univers qu'on voudrait dans ce truc-là. Par exemple, si on travaille sur un film fantastique, on va donner des références aux gens de films fantastiques. Tiens, on a bossé avec toi sur le film là, de Spielberg, AI, artificiel, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y avait ce passage-là où on voit le vaisseau. Nous, on aimerait traiter un petit peu comme ça. Donc, on essaie de donner aux gens des images pour qu'ils s'enlèvent de la tête le fait que c'est un spectacle improvisé, donc on va leur donner de la merde et ils vont faire des trucs bien. Et honnêtement, c'est un combat. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on lâche, on dit ok, tu veux une. Ça nous est arrivé de faire un film de science-fiction, un film de mafia, et la personne en face nous dit une banane qui parle. Et on fait une banane qui parle dans un film de mafia. Oui, une banane qui parle. Dans quel autre film de mafia tu as vu ça? On est d'accord. Donc ça, ce serait une idée vraiment révolutionnaire de mettre une banane qui parle dans la mafia. Je ne sais pas si on est prêt de le faire, mais on va quand même le prendre, on va le noter. Donc on n'essaie pas de dire aux gars, mec, ferme-la en fait, on n'est pas en train de faire ça. On essaie de dire juste, ton idée, ok, on va la prendre. Mais quand même, c'était un petit peu de la merde. On est d'accord. Alors, pour pas refroidir le public en fait. Donc on essaie de garder ce côté friendly en disant il y a des trucs qui sont cool et des trucs qui sont pas cool en fait. Tu lui dis pas que c'est de la merde parce que tu n'aimes pas dire aux gens que c'est de la merde? Est-ce que c'est Édouard Momigna? Parce qu'il y a d'autres improvisateurs qui disent au public cette proposition c'est de la merde. Ouais. Parce que je suis Édouard Momigna, peut-être, oui. Il y a aussi que en fait en formation. Quand je forme des gens, je sais que si à un moment donné je suis désagréable avec quelqu'un, en fait ça fait unanimité dans le groupe. Parce qu'il y a ce problème-là, nous c'est le départ du spectacle. On n'est pas encore installé avec les gens. Donc on a besoin de les installer dans une espèce de truc de faites-moi confiance, en fait, ça va être cool. Même cette prise de suggestion qui pour nous est des fois une souffrance parce qu'on se dit ah mon Dieu, mais non. Et ben on leur dit non mais ça va bien se passer en fait. Et c'est comme le début d'une formation, on explique aux gens, il y en a peut-être parmi vous qui ont peur de faire ça. La phrase que je donne moi souvent c'est « Confiez-moi votre confiance et je vous fais une promesse, je vous la rends intacte à la fin de la journée. Si ça n'a pas marché, vous pourrez me mettre tout nu dans la rue. » Le tout nu dans la rue, au début j'ai dit « Faites-moi confiance » et quand je dis tout nu dans la rue, j'en fais mais c'est pour déstresser le fait que ouais, on va faire des choses compliquées. Oui, vous remettez votre confiance en moi et on ne jouera pas à touche les repoplos. Ça c'est fini. Mais c'est parce qu'on a un gros pouvoir en fait en tant que formateur et pire dans les stages d'improvisation on a un pouvoir mais monstrueux et je me dis qu'il faut faire attention à ça et qu'il faut donner des règles du jeu autour du stage pour se dire voilà ce que je vous propose, confiance. Et après par contre il faut l'incarner tout du long. C'est-à-dire que même dans les festivals ou dans les soirées des fois il y a un peu d'alcool, il y a un peu de trucs, même là pour moi, il faut rester sur cette espèce de ligne de conduite de tu peux me faire confiance parce que le lendemain, on va se voir. Puis si la nuit, tu as picolé, puis le lendemain matin, c'est plus compliqué parce qu'il faut reprendre cette espèce de posture de faites-moi confiance, je vais vous accompagner avec bienveillance. Tu veux dire que le comédien, il a une posture sur scène et hors scène qu'il est de toute façon tout le temps en jeu? Non. Alors. Il n'est pas tout le temps en jeu, mais par contre, s'il veut, par exemple, moi je défends le côté bienveillance, le côté. J'ai très envie en ce moment de me battre pour le sexisme.
Mais je ne suis pas le mieux placé en fait, parce que je suis un homme. Par contre, dès que je veux avoir des informations qui me font, hop, je vais partager. Et puis si une femme me donne la parole, je vais peut-être essayer de donner mon avis. Mais c'est très compliqué pour moi de pas être en accord après ce qu'elle fait. Donc, par exemple, quand je raconte l'histoire de Touche Touche les Roboplo, c'est très difficile pour moi de dire j'ai été exemplaire toute ma vie. Par contre, maintenant, j'essaye de le faire. Et ce qui est intéressant quand tu donnes un stage, c'est qu'on te donne l'opportunité d'être ce que tu prétends être. Donc, je vais faire plus attention pendant un stage à tout ce que j'ai envie de transmettre comme valeur, parce qu'on est des êtres humains et j'ai le droit d'être sexiste un coup de temps en temps. J'ai le droit de dire de la merde. Par contre, j'ai pas le droit de le revendiquer. J'ai pas le droit de dire j'ai fait de la merde. Ouais, je suis hyper fier d'avoir fait ça. Non, j'ai fait de la merde, j'ai le droit de le reconnaître puis de me dire ça c'était peut-être une connerie et c'est ça que j'essaie de changer. Mais pardon. On sent, Edouard, que tu as un discours engagé autour de ces minorités, le sexisme, le féminisme, etc. Et c'est un sujet, une thématique que j'aimerais qu'on aborde maintenant. Comment c'est venu cette prise de conscience? Est-ce que ça a été une succession de petits exemples vécus? Est-ce que comment est-ce qu'on devient engagé? Qu'est-ce qui vous anime? Et comment tu te sens animé d'une mission à travers les stages, d'être porte-parole, de sensibiliser, de conscientiser ces sujets de minorité? En fait, pour être honnête, l'improvisation a changé ma façon d'être. Parce que je me suis rendu compte au fur et à mesure, en fait, la posture d'écoute. Souvent, on dit entrez sur scène et puis écoutez votre partenaire. Et puis ça, c'est pareil, il faudrait détailler ce que ça veut dire écouter. Toujours dans le même sens de dire, il faut mettre quand on met un mot boîte, il faut pouvoir dire aux personnes derrière, voici ce que j'appelle la construction, voici ce que j'appelle l'écoute. Tu peux être d'accord ou pas d'accord avec moi, mais en tout cas, nous, ensemble, là, ce week-end ou cette semaine, on va parler de ça. Par exemple, l'écoute pour toi, c'est quoi? L'écoute pour moi, c'est une posture qui va appliquer plein de sous-éléments. L'écoute déjà, ça passe par moi je veux bien écouter, mais en fait il faut que je comprenne ta langue. C'est-à-dire que si je ne suis pas capable moi d'avoir un vocabulaire d'émotion, ou si je suis juste dire joie, colère, tristesse, amour, déjà je suis largué parce que la personne en face elle a un panel d'expressions possibles qui sont immenses. L'idée ça va être plutôt de se dire tu es quelque chose de l'ordre de la joie, c'est ça? C'est quoi? Donc, là, je te parle en temps de... Je vais dire des phrases plus intelligentes en représentation, mais ma posture, c'est si je te dis de la joie, je suis proche ou pas? C'est plus que de la joie, de l'excitation, à de la jubilation. Ok, c'est sur la jubilation, d'accord, on est d'accord sur jubilation. Donc, moi, vraiment, l'écoute, c'est viens, on essaie de se comprendre. Plus que juste te dire je vais regarder la personne, comment tiens, elle a fait ce geste-là, je vais interpréter. Non, l'écoute, c'est comprendre quelles sont tes intentions en fait. Et je vais jouer avec ça. Et si en plus toi, tu essaies de comprendre mes intentions, putain, on va faire des trucs géniaux. Et nous, en tant qu'improvisateurs, on va se parler en méta dessous. Et nos personnages, eux, vont se parler et montrer au public autre chose. C'est quoi se parler en méta en dessous? Se parler en méta en dessous, c'est par des intonations de phrases. Par exemple, si je vois une personne dans une posture, c'est de venir, au lieu de lui dire « tu es triste », c'est de lui dire ça va ?» et que la personne puisse me dire derrière le « ça va ». J'ai vu une espèce de tristesse, mais qu'elle puisse me dire de ça pas vraiment. Et là, je sais que c'est plus de la tristesse, je sais que je descends un cran en dessous. Et donc, on va définir ensemble, c'est quoi que tu es en train de faire là? C'est, ah la vache, tu es en train de te suicider. Ah mais d'accord, tu as les veines ouvertes, tu es en train de laisser ton sang couler. J'avais pas vu tout ça, on l'a découvert ensemble. Peut-être que toi, tu avais juste ta main qui était là posée et puis tu ne savais pas quoi faire de ton bras. Moi, j'ai donné un peu de sens et puis ensemble, on a construit. Pour moi, il y a toujours ce truc-là d'espèce d'aller-retour de viens, on se met d'accord sur ce que tu es en train de faire. Après, des fois, ça ne marche pas. Il y a ce moment-là où l'autre, je sais pas, mais en fait, c'est le comédien qui en sous-texte se dit, je sais pas, là, honnêtement, je te propose, fais ce que tu veux de mon corps. Ok, très bien, je vais faire ce que je... Eh ben, tu es en train de te suicider et tu as la veine ouverte. Ah ouais, j'ai la veine ouverte. Et voilà, et on va... Mais tout ça, c'est du sous-texte qu'on se met d'accord. Est-ce qu'on joue tous les deux? Est-ce que tu veux que je t'impose des trucs? Est-ce que tu veux m'imposer des trucs? Et c'est ça, pour moi, l'écoute, c'est tellement vaste que ça ne devrait pas être utilisé en tant que tel. Ou alors en tant que l'écoute, c'est la première boîte, et puis après, là, on va aller creuser un peu plein de trucs. Et revenons à notre sujet sur l'engagement d'Edouard sur le sexisme, le féminisme et les minorités. Eh ben, c'est un peu de ça, en fait. J'ai fait des troupes où je me suis rendu compte que moi, j'ai été très longtemps un comédien de plein feu, c'est-à-dire si je pouvais prendre toute la place, mais sans m'en rendre compte.
Mais c'était ça que j'avais vu en improvisation. C'est-à-dire qu'en gros, ce que j'avais vu en improvisation, c'est des gens qui brillent et qui prennent machin, et qui font des punchs, et qui sont rigolos. Et quand tu sors de scène et que la personne dit « Waouh, j'ai adoré ce que tu as fait ce soir », et ben le spectacle est réussi. Et après, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens à côté de moi qui des fois me disaient ah, « C'était pas… » Et moi, je disais « Mais si, on s'est vraiment marré ». Et au bout d'un moment, à force qu'on me dise j'étais pas, j'ai fini par me poser des questions et par me dire il y a mon comportement qui ne va pas sur scène et puis après mon comportement ne va pas à l'extérieur de la scène. Et après j'ai eu des enfants et ça a été le coup de grâce ultime de m'intéresser en fait, d'essayer de voir un petit peu ok comment on élève des enfants, etc. Et puis après des enfants je suis passé à filles et là de filles j'ai ouvert une espèce de boîte où je me suis dit oh non ben plus ça en fait. Comme par exemple offrir des poupées ou des couleurs roses à ta fille? Comme par exemple, ça c'est pas un problème. À partir du moment où à côté il y a d'autres choses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus être extrémiste. C'est-à-dire que le fait d'ouvrir des poupées et des trucs roses à ma fille, je trouve ça cool si on offre des poupées et des trucs roses à un garçon aussi. Mais ma fille, par exemple, je vais lui proposer des jeux qui vont être plus créatifs, des jeux qui vont être plus basés sur… par exemple, je vais lui offrir des marteaux, des choses comme ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est les jouets que tu as vont te permettre de porter un regard sur le monde. Si tu joues à la dinette et que tu vois qui joue à la dinette en vrai chez les adultes, du coup, tu vas te dire ok, d'accord. Moi, je cuisine. Donc, si ma fille joue à la dinette et que moi, je cuisine, elle me regarde moi faire la cuisine. Donc, ça ne me pose pas de soucis dans ce sens-là. Mais par contre, il est important d'ouvrir le choix des possibles à l'enfant, en fait. De lui dire, tu as le droit d'être une fille, tu as le droit d'être un garçon, et puis tu as le droit aussi de ne pas te laisser influencer par les genres. Tu as un sexe, c'est comme ça. Ton genre, c'est une construction. Le rose, le bleu, ça n'existait pas il y a 60 ans. C'était du blanc pour tous les enfants. Maintenant, il y a ce rose, ce bleu. C'est une convention actuelle. Ok, mais viens, on casse tout ça aussi. Donc pour moi, il y a plein de choses comme ça. Et même dans le sexisme ou dans le féminisme, je me suis rendu compte que… parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit yeah, puis après je me suis dit non, il ne faut pas que tu fasses yeah, il faut qu'on te donne un petit peu l'autorisation de ces choses-là. En tout cas, il faut qu'on te dise tu te bats dans la bonne direction. Et je me suis rendu compte que le féminisme, en fait, c'est pareil. Il y a plein de façons de voir le féminisme, mais chacun avec sa culture, avec son envie, chaque femme voit du sexisme quelque part et n'en voit pas à un autre endroit. Et qui a raison? Pour moi, c'est toujours les différents côtés d'une vérité. En fait, on a tous des petits bouts de vérité. Et en fait, la vérité, elle est dans cette espèce du regard de tout le monde. Est-ce que c'est de la conscientisation, de la verbalisation? La posture de Édouard Wamigna, c'est de dire lorsque je sens qu'il y a un sujet autour du féminisme, autour du sexisme, etc., ma mission, c'est de verbaliser et de poser la question en disant est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de faire? Oui, j'ai un exemple tout bête qui est arrivé il y a tout à l'heure, là, quand on était en train d'installer. Je ne vais pas donner les noms, mais il y avait une jeune fille qui était là, en train de faire mannequin lumière. Et j'ai entendu une phrase qui disait joli sourire. Et la phrase d'après, c'était non, c'est parce que tu faisais pas attention, mais tu faisais la gueule à l'écran. Et ma réaction, elle a été de dire, a été de penser et alors en fait, quel est le… Donc j'ai sorti une phrase et j'ai dit ouais, t'as pas le droit de faire la gueule. Qui était totalement sorti d'un contexte, alors que moi j'avais une réflexion dans ma tête en me disant ah mon Dieu. Et puis après je me suis dit est-ce que c'était du sexisme? Est-ce qu'il aurait eu la même phrase avec un garçon? Et en fait je n'en sais rien. Mais il y a tout ce truc-là, moi, qui a été ancré dans ma tête de quand on présente dans un match ou dans un spectacle des garçons ou des filles improvisatrices. Les garçons sont présentés comme le puncher, celui de la construction, et quand les filles arrivent, ça se fait de moins en moins, hein, parce que ça devient tabou aussi. Et la très jolie Cynthia, et la magnifique… Et il n'y a plus aucune compétence à part le fait d'enjoliver la scène. Je trouve ça terrible. Mais après, est-ce que c'est ma place de dénoncer ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, de plus en plus, j'essaie quand il y a quelque chose qui me dérange, j'essaie de le dire et souvent j'essaie de demander des conseils en fait aux principales intéressées, c'est-à-dire aux filles, de leur dire ça c'est quoi, comment tu l'as vécu, tu l'as pas vécu comme du sexisme, ok, du coup pour nous deux là ce n'est pas du sexisme. Et il y a plein de choses qui devraient être comme ça, on devrait se mettre d'accord. C'est raciste pour toi là? Pour moi non, ok, donc pour nous deux là c'est pas du racisme. Après les gens qui ont un passé différent peuvent vivre ça comme du racisme.
Ok, mais ne faisons pas une généralisation parce qu'il s'est passé un truc. Et là, moi, j'ai fait une généralisation tout à l'heure. Est-ce que c'est aussi une volonté de retrouver certains clichés dans tes spectacles? Je pense à Clash par exemple, où puisque vous allez vous clasher, vous pouvez rentrer dans des clichés, dans des a priori, etc. Ou même le dernier show avant la fin du monde. Euh, Aujourd'hui, on a un parti pris avec Nicolas Moitran, avec qui je travaille beaucoup, c'est de se dire tous nos spectacles, il faut qu'il y ait cette notion on voudrait que les gens repartent avec. On va vous donner à voir quelque chose qu'on voudrait vous faire réfléchir avec. Le dernier show avant la fin du monde, on donne plein d'actus qui nous paraissent complètement débiles et on va jouer avec, on va s'en amuser en se disant, quand on donne de l'actu, on est très sérieux, quand on joue, on donne notre point de vue. On est très factuel quand on donne l'actu, mais après quand on joue, on donne nos points de vue, donc on va pouvoir jouer n'importe quel personnage en se disant, ça donne à voir. Quand on joue Clash, c'est pareil, il y a toujours cette notion-là de... ok, par exemple, on va jouer des gros machos et on va aller dans le bien sale parce que ça va faire rire. Mais on espère qu'il y a des gens dans la salle qui vont se dire ah ça n'existe pas. Et quand ils vont voir ça, ils vont se dire ce n'est pas possible en fait. Je l'ai vu sur scène, ça m'a fait rire. Si ça existe en vrai, c'est qu'il y a un problème. Ça ne peut pas être d'un côté drôle et on se moque de quelque chose et exister dans la vraie vie en fait, c'est qu'il y a un décalage entre mes valeurs et ce que j'accepte. Dans le spectacle, le dernier show avant la fin du monde, on a vu un truc qui était extraordinaire, c'était... on a fait une scène où en fait des générales d'armée de pays, on parlait de géoclimatique, s'attaquaient. Et donc il y en a un qui dit j'attaque l'URSS. L'URSS dit je contre-attaque les États-Unis. L'autre disait je contre-attaque. Donc on est monté dans une espèce d'escalade de contre-contre qui nous a fait rire. On s'est dit faut vraiment que les gens soient débiles. Et puis en Nouvelle-Calédonie, il y a des événements en ce moment qui se passent encore et il y a des gens qui ont barré une route. Du coup, il y a des gens qui se sont dit pour pas que cette route soit barrée, ils ont contrebarré cette route. Et il y a des gens qui se sont dit pour contrebarrer cette route, on va contrebarrer cette route. Et là, je me suis dit, en partant d'un truc où on s'est dit ça c'est complètement con, dans l'actualité apparaît des choses où tu te dis voilà où on en est en fait. Voilà où on en est de en fait on ne se parle pas et on fait des choses stupides mais on trouve ça logique sur l'instant. Et moi dans la logique en improvisation en fait on essaie de se mettre d'accord sur de s'expliquer, de se dire notre culture c'est une richesse, elle va t'enrichir toi enrichis-moi de tout ce que tu as. Là on s'oppose et puis on se contre-oppose et on se contre-oppose. Et c'est là où moi je me dis c'est fou tout ça en fait, tout ce qu'on est capable de décrypter. C'est-à-dire qu'on se dit, c'est pas possible ce qu'on est en train de faire. Et en fait, si l'humain te montre que si c'est possible. Quand il n'y a pas cette philosophie de l'improvisation, on est capable d'arriver dans des espèces d'extrêmes ouf. Je reviens sur le sujet de la minorité. Tu as dit tout à l'heure, tu as parlé de clichés, par exemple, de faire la vaisselle. Tu as parlé aussi du fait de dire je suis métisse, donc j'ai été invité parce que je suis métisse. C'est aussi des choses que j'entends sur des festivals où il n'y a pas forcément la parité homme-femme, etc. Est-ce que tu peux nous partager cette expérience concrète d'être métisse, de sentir que je suis invité? Est-ce que je suis vraiment invité pour moi, parce que je suis un fake champion du monde, parce que je suis métisse? J'aimerais juste qu'on perce un abcès sur cette thématique. Moi, je ne sais pas encore. Je vis pas ça comme ça. Peut-être que je me voile la face, hein, mais je vis pas cette espèce de truc où on m'invite parce que. Non, en tout cas, c'est la perception qu'on peut avoir de l'extérieur. D'accord. Ok. Et donc, du coup, ma question, c'est comment c'est vécu de l'intérieur? D'accord. Moi, j'ai pas ce rapport-là. Quand on m'avait invité, c'était pour être. On m'avait d'abord invité parce que j'étais métis kanak, mais ça ne m'a pas choqué dans le sens où je me suis dit ah c'est cool, je vais représenter et la France et la Nouvelle-Calédonie. Mais j'ai pas de. Je le vis pas profondément mal. En tout cas, on ne me l'a jamais fait sentir en tant que tel. La seule chose que je vois, c'est que même moi, je suis surpris quand je vois des blacks sur scène.
parce que j'en vois très peu. J'en vois très peu. Et qu'on les remarque plus quand ils sont sur scène. Euh, ben oui, mais quand je vois des photos, ça attire l'œil en fait quand c'est un black. J'en connais, par exemple, là j'essaie de chercher qui je connais comme black et je connais que Emmanuel de Chavigny qui est à Paris, que je n'ai jamais vu en improvisation, mais je l'ai vu sur des photos. C'est-à-dire qu'il y a plein d'improvisateurs que je ne connais pas, mais Emmanuel de Chavigny, je le connais parce qu'il est noir et que je l'ai vu sur des photos d'impro. Je me suis dit, ah, un noir. Et j'ai trouvé ça cool. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se disent, ah, un métis quand ils me voient je n'en sais rien, mais moi je sais que j'ai cette réaction-là. Donc je me dis comment d'autres blacks ou d'autres métis pourraient se dire on a le droit de faire ça en fait si on n'a pas cette représentativité. J'ai pas ce combat-là aujourd'hui parce que pour moi c'est les femmes et l'écologie mon projet aujourd'hui. Mais j'imagine que ça peut être compliqué à vivre. En Calédonie, il y a j'ai vu un noir, il venait de Tahiti. Et il était super bon danseur de salsa. C'était cliché en fait. On lui a demandé ça. On lui a dit tiens ouais tu bouges bien ton corps et tout. Je me suis dit oh merde. Bon il s'avérait qu'il était prof de danse. Donc effectivement il bougeait très bien son corps. Mais sur le coup je me suis dit est-ce que c'est un cliché de noir ou est-ce qu'ils savent qu'il est prof de danse? Il y a toujours ce truc-là qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai du mal à être hyper tranché parce que j'aime bien avoir un contexte autour des choses qui se passent. Donc, quand j'entends des choses qui me surprennent, j'aime bien aller voir un petit peu… Mon nouveau dada aujourd'hui, c'est quand sur Facebook, il y a un truc qui me plaît, où je me dis… Je vais lire les commentaires en fait, et puis je vais aller chercher tous les commentaires négatifs. Et quand je trouve des gars qui ont des commentaires négatifs, je vais essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'ils disent, etc. J'essaie de trouver un petit peu des arguments qui vont contre ma pensée. Parce que sinon, sinon j'aime bien m'auto-rassurer de mes croyances. Mais donc du coup, aujourd'hui, mon travail, je suis des gars qui font de la zététique. J'essaie de m'intéresser un petit peu à c'est quoi un fait, c'est quoi une opinion, c'est quoi le problème du contexte. Charlie Hebdo, les caricatures. Bon, il y a un moment, je me suis dit, mais en fait, moi, je suis quelqu'un de bienveillant. J'apprends à ma fille à être bienveillant avec les autres et donc, du coup, à être tolérant. Si les caricatures posent un problème à des gens, il ne faut pas le faire. Et puis, il n'y a pas très longtemps, j'ai revu un reportage avec une journaliste qui disait il y a un contexte, en fait, autour de ces caricatures qu'il faut se rappeler. Et quand tu vas voir le contexte, tu te dis, ok, donc ces caricatures qui ont été diffusées, elles sont dans un contexte très spécifique. C'est pas juste, je veux te faire du mal. Je dis pas que c'est facilement acceptable, je dis juste que c'est complexe et que du coup, on peut pas avoir un avis totalement tranché là-dessus. On peut avoir un ressenti et se dire, ah, j'ai du mal avec ça et se dire, en fait, factuellement… ça marche, peut-être qu'il me faut encore du chemin pour l'accepter. Par exemple, moi, il m'a fallu du chemin pour accepter que j'étais un connard sur scène. Il m'a fallu que je me dise tes collègues ils ressortent pas forcément ravis de ce que tu fais avec eux et toi tu as passé un bon moment. Qu'est-ce qui ne va pas? Et donc je dis pas que j'en suis sorti, hein. Je dis pas que je suis plus un connard sur scène. Mais ce que j'ai changé, c'est que maintenant, je me mets d'accord avec mes partenaires sur scène pour voilà ce que j'ai envie de donner. Est-ce que tu es d'accord pour faire la même chose? Et est-ce qu'on fait les choses ensemble de la même façon? Est-ce qu'on a la même vision? Et du coup, quand on débriefe après, on débriefe autant sur le contenu que sur la manière dont on l'a fait, la manière dont on l'a appréhendé. Et s'il y a des choses à changer, je vais les changer. Mais le fait de choisir ses partenaires me permet aujourd'hui de plus être trop un connard puisqu'on partage la même connarditude, j'ai envie de dire, mais la même raison d'être de ce spectacle. Edouard Ouamigna, il ne reste pas beaucoup de temps parce que tu as une contrainte horaire qu'on va essayer de tenir. Merci. Je te donne une valise qui est juste à l'entrée. Cette valise est remplie d'argent. Voire il y a plusieurs valises. Qu'est-ce que tu en fais? Ma première réaction instinctive est de me dire je vais faire de l'écologie. C'est-à-dire que en fait, je vais donner les moyens au truc, pas au RIC, mais au truc participatif là, sur l'écologie, les 149 propositions. Si j'ai de la thune, en fait,
Je vais essayer de défoncer ce monde libéral parce que je suis plein d'utopie. Mon premier réflexe n'est pas de me dire je vais faire de l'impro. Mais si la question c'était qu'est-ce que j'en fais en impro, c'est ça ta question. Okay. Parce que vraiment mon premier réflexe c'est que si un jour j'ai de la thune, c'est pas vers l'impro que je vais. Parce que j'ai des enfants et ils sont morts de rire. J'ai des enfants et je veux qu'ils aient un monde et j'ai l'impression qu'on est en train de tout tuer et que l'impro ne pourra rien sauver en termes d'écologie. Par contre, en termes sociétal et social, si j'ai de l'argent, en fait, je veux porter les valeurs et la philosophie de l'improvisation dans les entreprises, dans ces espèces de modèles qui arrivent à bout de souffle là, et dans la société, en fait, de dire aux gens, c'est pas parce qu'on est crétin individuellement qu'on n'est pas intelligent ensemble. Il y a plein d'études qui montrent ça maintenant, qu'une foule a raison. Il y a des études qui montrent qu'une foule est capable de chanter juste alors que tout le monde chante faux. Tu mets une foule, ils chantent juste. C'est quoi ce bordel en fait? Tu dis aux gens, c'est quoi la distance Paris-New York, il y a une vidéo de Fabien Licard là-dessus. Les gens n'y connaissent rien en géographie, ils donnent des chiffres au hasard, tu fais la moyenne, putain, tu trouves la distance entre Paris et New York. Il y a un phénomène d'intelligence de foule, on essaie de nous faire croire que les gens sont complètement cons ensemble. Non, quand tu leur donnes un cadre, quand tu leur dis ici vous êtes safe, si vous avez des peurs, on va les traiter. Par contre, on va vous former, on va vous informer, on va vous expliquer quelles sont les conséquences à chaque décision que vous allez prendre. Et ben les gens peuvent être intelligents ensemble. Et moi, l'improvisation, quand on est sur scène, on est intelligent ensemble. Ou alors on est très con, mais on est très bon à être très con. Et moi, si j'avais de l'argent, c'est d'abord écologie. Et s'il en reste un peu, putain, je change le modèle social en disant regardez l'impro, regardez ce qu'on fait quand on est sur scène. Et rêver de ça, en fait, au niveau international. Edouard, tu rencontres un jeune improvisateur qui a énormément d'admiration pour toi, ta carrière. Quels sont les 3 tips que tu lui donnes pour qu'il réussisse? Le premier, c'est le jour où tu penses que tu es un bon improvisateur, va demander aux autres. C'est qu'il y a un problème. Parce que pour moi, la démarche d'improvisateur, c'est un petit peu comme la gouvernance partagée, on n'en a pas parlé, c'est le modèle que je défends. C'est un peu comme la gouvernance partagée, l'idée c'est que c'est un chemin être improvisateur. Et qu'en fait, improvisateur, ça ne veut rien dire parce que tu as des super bons improvisateurs qui vont faire du Shakespeare, et puis ils vont être mauvais en catch, et ils vont être super bons en longue forme, et ils vont être mauvais. Donc du coup, pour moi, il n'y a pas un improvisateur comme il n'y a pas un acteur ou un comédien. Il y a des gens qui sont bons dans des styles. Et ça, pour moi, c'est OK. Mais juste si tu te dis, je suis vraiment bon dans ce style, je pense que ça pose un problème parce que pour moi, c'est une démarche. On valorise le fait que l'échec est un apprentissage. Si tu penses que tu es bon, c'est que tu es arrivé, c'est que tu restes dans ta zone de confort. Et donc, pour moi, il y a toujours ce truc-là de se dire, je vais tout le temps remettre tout sur la table, je vais tout le temps tout remettre en question et je vais tout le temps essayer d'aller voir d'autres choses. Et deuxième conseil, aller voir plein de trucs. Aller tester aller te former, s'il te plaît, improvisateur. Le jour où les improvisateurs feront des écoles de comédiens pour être de vrais comédiens, je pense qu'on gagnera vraiment en beauté. Moi c'est ce qui me manque aujourd'hui. Être un vrai comédien, je rêverais d'être un vrai comédien. Et puis, le troisième conseil, en fait, si tu prônes quelque chose, sois exemplaire là-dessus, au moins quand on te voit. Si tu veux ne pas être bienveillant avec toi-même dans ta salle de bain, ne sois pas bienveillant avec toi-même. Mais si tu prônes par exemple la bienveillance, la première bienveillance, c'est d'être bienveillant avec toi-même. Et après, tu es bienveillant avec les autres. Parce que si tu es bienveillant avec toi-même, c'est plus facile avec les autres. Mais du coup, toute cette logique de on est des improvisateurs, du coup, on se punch en ce truc. Il faut qu'on soit d'accord pour le faire. Il faut que toi et moi, on se soit mis d'accord sur on est d'accord, c'est pas parce qu'on est improvisateur qu'on a besoin de se puncher. Ouais, mais on aime ça. On aime ça? Ok, on va se puncher la gueule. Ouais, on est d'accord qu'on est improvisateur, on a le droit. Improvisateur ne te permet pas plein de choses. Mais sois exemplaire dans ce que tu veux donner. Tu veux de la construction? Tu sors de scène, tu dis putain, ça n'a pas construit. Il faut que tu sois un modèle de construction. Ou sinon, il faut que tu dises les gars, on a un problème, il manque de la construction. Ben, ça, c'est du travail, gars, en fait. Il faut le travailler. Et c'est pas dans une soirée que tu vas dire aux gens vous avez fait de la merde. Non, c'est vous allez mettre au long cours. On a un problème de construction, travaillons dessus. Cherchons des choses. Edouard Ouamigna, pourquoi tu fais de l'impro? Je fais de l'impro parce que je sais rien faire d'autre, je crois. Et que j'ai travaillé en entreprise. Et quand j'ai fait de l'impro, j'ai découvert un endroit où il y avait
de l'amusement et de l'alcool. Je vais être très franc là-dessus. Quand j'ai commencé mon premier cours d'impro, le soir, on est parti boire des coups, ça s'est fini à 5 h du matin et je me suis dit, je veux faire ça. Et ça a duré pendant très longtemps. Pour moi, c'était vraiment le milieu d'où je pense mon comportement après dans les troupes. Mais pour moi, c'était l'excès et l'alcool sans drogue. Et je trouvais ça vraiment chouette. C'est-à-dire qu'on pouvait être excessif sans avoir besoin de prendre l'alcool étant une drogue, mais sans avoir besoin de fumer ou de sniffer ou des trucs. Je m'étais dit, waouh, putain, là, c'est des gens libres, c'est fun, c'est cool. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé à faire de l'impro. Et là, aujourd'hui, je me rends compte du bien fou que ça m'a fait. Ça m'a permis de prendre du recul, en fait, parce qu'en impro, on croise vraiment des gens extraordinaires, en fait. Moi, c'est ça, j'ai croisé plein de gens extraordinaires qui avaient un regard qui était certainement plus vigilant sur le fait qu'on a un pouvoir et qu'il faut y faire attention en tant qu'improvisateur, en fait. On a un vrai pouvoir de dire les choses et que comme c'est instantané, après on peut dire aux gens « ouais, mais c'est du direct ». Et en fait, non, il y a comme ce pouvoir-là qu'il faut faire attention. Et aujourd'hui, je reste improvisateur parce que j'ai découvert un modèle que je peux exploiter, que je peux utiliser, triturer en stage ou en spectacle et qui est un modèle pour moi sociétal ouf. J'aimerais qu'il y ait ça. Je souhaite ça. Et c'est pour ça que je veux être improvisateur, c'est parce que c'est beau. Merci Edouard Roy-Minière. Merci à vous.